Nous sommes l'ensemble La Nébuleuse et nous sommes ici à Valenciennes pour une semaine de résidence autour de Dido Furens de Domenico Mazzocchi. C'est donc la suite de notre travail initié avec le combat de Tancrède et Clorinda sur le style représentatif qui se distingue du style de l'opéra. C'est un cousin du style de l'opéra, mais ça s'en distingue par deux facteurs très importants. C'est l'effectif. Au contraire d'un opéra où il y aurait des violons, plusieurs clavecins, des bassons, des hautbois, là nous ne sommes que trois chanteurs, un pour le rôle de Dido, un pour le rôle de Énée et un pour Virgilius qui raconte l'histoire, et un groupe de quatre à la basse continue pour accompagner ces chanteurs. Et la deuxième différence avec un opéra classique, c'est la durée, là où les opéras que nous connaissons aujourd'hui font 3 heures. Dido Furens fait plutôt 25 minutes, c'est une œuvre très courte, et ça nous permet, en première partie, en ouverture cette pièce, de mettre une lumière sur les compositions qui ont été faites à Rome dans les années 1640, période pendant laquelle Mazzocchi a été actif à Rome, et où étaient bon nombre de musiciens et compositeurs d'immenses talents tels que le claveciniste et organiste Girolamo Frescobaldi et le théorbiste Johannes Hieronymus Kapfenberger. Mazzocchi, il a passé toute sa vie à Rome sous la protection des plus hautes figures catholiques de l'époque. Il a été fidèle à la famille Aldobrandini, d'abord au cardinal Ippolito Aldobrandini, puis à sa nièce Olympia. Il a aussi bénéficié de rentes à vie par les papes Urbain VIII et Clément X. Il a donc passé toute sa vie dans une aisance matérielle totale. Il n'a jamais eu de commande et il a donc composé selon son bon vouloir ou selon le bon vouloir de ses mécènes. Pour Mazzocchi, le texte doit être au centre de l'interprétation. En témoigne sa devise: le texte doit être le maître de la musique et non son serviteur. Toujours dans l'idée de mettre en valeur le texte, Mazzocchi va être très précis et directif sur la partition, et va écrire en toutes lettres des indications pour les chanteurs, telles que crescendo, diminuendo, trillo, mesa di voce. C'est un des premiers à le faire. Ce rapport au texte et à la musique, il s'inscrit dans le contexte de la contre-réforme catholique. Il s'agit à l'époque de reconquérir les provinces où l'église protestante grandit. Les œuvres de Mazzocchi sont donc pour beaucoup écrites pour séduire et convaincre, avec des airs fervents, mystiques et grandioses. Travailler sur Dido Furens de Domenico Mazzocchi nous a permis de nous plonger dans l'Énéide de Virgile pour mieux comprendre le personnage de Didon. Personnellement, j'ai découvert un personnage beaucoup plus ambigu et profond que l'image que j'avais qui découlait de l'opéra de Purcell, celle de l'amante éplorée, résignée à son sort, mourant de chagrin. Tout d'abord, Didon est un personnage au genre trouble. Elle est une héroïne virile. Dans l'Énéide, c'est une femme d'action. Elle manie les armes, elle part à la chasse, elle s'habille parfois comme un homme. À l'instar d'Énée, dans sa ville natale, Tyr, elle est une figure importante. Elle est obligée de s'en exiler avec son peuple pour bâtir sa vie ailleurs. Elle y parvient en fondant Carthage, cité florissante dont elle devient la reine. Elle nous renvoie d'ailleurs à la réalité des femmes de pouvoir qui ont existé dans l'histoire, et il n'est jamais superflu de se les remettre à l'esprit.
Comprendre tout ceci permet de mieux appréhender certains passages de la pièce de Mazzocchi. Par exemple, dans son dernier récit, Didon fait le bilan de sa vie et est fière de ce qu'elle a accompli. On est loin de la modestie, vertu souvent féminine. Dans d'autres passages, elle rappelle à Énée que son départ ne concerne pas que d'eux, mais a également des ampleurs politiques. En lui retirant son honneur, il fragilise la reine d'un peuple qui a besoin d'elle. Enfin, sur la question du genre, le choix de sa mort en dit beaucoup aussi. Plutôt que de choisir un moyen employé généralement par les femmes comme le poison, elle choisit de mourir de manière virile en utilisant le glaive de son ennemi sur un bûcher, afin qu'Énée contemple les flammes depuis son navire. D'autre part, le titre de l'œuvre d'Ido Furens en dit long sur l'inclinaison que le compositeur souhaite donner au personnage. Il met en musique une multitude de stades de colère. Grâce à des indications précises de nuances et de termes comme concitato ou même arrabbiato qui signifie enragé sur la partition, on passe de l'incompréhension au mépris jusqu'aux insultes et aux hurlements furieux et fous. Tout ceci mène à un passage magnifique de lucidité dans le troisième récit. Dans les vers de Virgile, Didon est une femme qui perd sa vertu puisqu'elle brise le vœu de fidélité qu'elle fait envers son mari défunt en se donnant à Énée. Elle est ensuite traitée comme une furieuse qui perd toute raison quand celui qu'elle a aimé s'en va. Ce n'est donc pas un personnage reluisant pour l'époque de Virgile ni les suivantes. En revanche, c'est un personnage très intéressant à incarner de nos jours puisque la colère n'est pas un sentiment normalisé chez les femmes. Nous sommes plutôt éduqués, quand quelque chose nous contrarie, à nous taire et à prendre sur nous. Ici, j'ai le défi passionnant de donner vie à cette femme puissante qui exulte de colère, de manière extrêmement rhétorique et dramatique grâce au texte de Virgile. C'est à la fois un travail méticuleux pour construire vocalement et théâtralement ces étages de colère, mais aussi, je l'avoue, un exutoire fabuleux.
En ce qui concerne la basse continue, nous sommes 4 instrumentistes à soutenir les chanteurs. Pour proposer des couleurs adaptées aux affects que l'on trouve dans Dido Furens et dans l'ensemble du programme, nous avons à notre disposition de nombreux instruments, un orgue, un clavecin, une harpe triple, un théorbe et un théorbe à l'octave plus aiguë, une guitare et une viole de gambe. Si les indications de Mazzocchi fleurissent concernant l'interprétation pour les chanteurs, indiquant des nuances et des ornements, les questions d'instrumentation pour la basse continue sont loin d'être résolues. Bien qu'on trouve, notamment dans ces musiques sacrées et morali, quelques indications précisant par exemple dans certaines pièces un accompagnement à la guitare ou dans d'autres un accompagnement à plusieurs viols. Si l'on prend par exemple une pièce pour laquelle un accompagnement à plusieurs viols est mentionné, il semble évident que la partition doit être beaucoup étoffée par rapport à la basse rudimentaire qui est écrite. Ce type de cas nous laisse penser que l'écart entre la basse continue réalisée que l'on entend et la basse très simple qui est écrite est immense. À nous de savoir dans quelle direction aller pour le combler. Ici, notre source principale concernant la manière de réaliser au-dessus de la basse est le traité de basse continue, publié par Agostino Agazzari à Sienne en 1607, qui témoigne des débuts de la basse continue à la naissance de cette pratique au début du siècle. Ce qui peut sembler assez surprenant aujourd'hui est que ce traité, adressé aux instruments jouant sur la basse, concerne en réalité un très grand nombre d'instruments et de nombreux types. Agazzari mentionne bien sûr les instruments à clavier, orgue et clavecin, mais aussi la harpe et diverses sortes de luttes, et aussi, ce qui est pour le coup assez exceptionnel, des instruments qui disposent de peu ou pas d'harmonie, c'est-à-dire qui ne peuvent pas jouer en accord. Par exemple la viole, les violons, mais aussi des instruments à vent. Il divise cette foison d'instruments en 2 catégories afin de mieux se répartir les rôles pour jouer ensemble au sein de la basse continue. D'un côté, les instruments de fondement doivent avoir l'harmonie parfaite, comme l'orgue, le clavecin ou la harpe. Ces instruments doivent tenir ferme et simple l'harmonie. D'un autre côté, les instruments d'ornement englobent tous les instruments pouvant improviser sur la basse, y compris les violons par exemple. Ces instruments-là sont là pour embellir le concert dans l'art du contrepoint.